Jean-Pierre Lebrun, bonjour. Vous Bonjour. êtes un des responsables du séminaire d'hiver de l'Association lacanienne internationale de cette année. Ce séminaire aura lieu très prochainement, donc dans 15 jours, les 22 et les 23 janvier à Paris, sous les titres Nos inhibitions, nos symptômes, nos angoisses. Nous pouvons déjà retrouver les programmes et les modalités d'inscription dans notre site et dans les réseaux sociaux, en rappelant qu'il y aura également la possibilité de suivre l'ensemble du séminaire par Zoom. Ces journées vont être aussi l'occasion d'un débat autour de votre dernier livre entretien avec Charles Melmont, La dysphorie du genre, à quoi s'y tenir pour ne pas glisser. Livre qui sort en librairie bientôt par les éditions RS. Tu nous préciseras la date. En tout cas, à quoi s'y tenir pour ne pas glisser? Ces titres nous laissent en suspens, en attente de savoir comment faire. Comment tu fais pour ne pas glisser? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cet ouvrage? Mais d'abord, cet ouvrage est venu à la suite d'une préoccupation qui a été la mienne lorsque j'ai vu le film de Petite fille de Sébastien Lifshitz, là, qui se présentait à sur Arte lors d'une heure de grande audience et qui tout de suite parlait de la légitimité au son allant de soi d'un garçon qui se sentait fille, que la mère appuyait d'emblée, et en plus de ça, que la psychiatre qui était consultée appuyait d'emblée en la situant dans la nouvelle catégorie du DSM, dysphorie de genre, et que donc c'était tout à fait logique. Alors, ça m'a semblé aller complètement à revers de nos positions, non pas pas exister, bien sûr, mais on sait bien tout le temps qu'il faut donner à la singularité d'un enfant ou d'un adolescent pour arriver à se situer dans l'identification de son sexe, et que c'est quelque chose de tout à fait important qu'il fasse comme travail. Et là, c'est présenté comme un documentaire, absolument, et ça m'a tout de suite fait penser qu'il serait intéressant de lier ça à ce que Melmont avait appelé, il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on avait fait ce livre, L'homme sans gravité, la nouvelle économie psychique. Donc, c'est la suite, on pourrait le dire. Est-ce que c'est la suite de la nouvelle économie psychique? On pourrait dire que c'est une sorte d'exemple de ce qui nous emmène, qui nous entraîne l'émergence de la nouvelle économie psychique. C'est qu'on peut désormais se poser en toute légitimité la question de savoir si ce que je ressens n'est pas ce qui doit déterminer ce qui est mon organisation psychique. Voilà. C'est de moi, de ce que je sens, que les choses se jouent. Alors que nous savons bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, oui. C'est voilà que j'ai eu envie de relancer Charles Melmont comme ça dans ce questionnement, parce que ça m'interroge, parce que je crois qu'il faut toujours d'abord commencer par se laisser un peu interroger. Mais là, j'ai des difficultés de pouvoir dire à ce que j'avais l'impression Donc, que c'était. ça vient d'un fait de société, on va dire comme ça. Hein. Je veux dire que ça apparaît d'abord voilà, comme un fait de société. Et comment, je veux dire, les psychanalystes, qu'est-ce qu'ils peuvent dire à partir de là aussi? Dire de cela, mais fait de société qui est à la fois le signe, l'indice, et en même temps la cause presque d'une nouvelle possibilité de symptomatologie psychique ou de comportement qui, sans vraiment pour nous faire symptôme, est quand même quelque chose qui doit nous interpeller. D'autant plus qu'il a des conséquences extrêmement déterminantes, puisque certains de ses parents ou enfants ou adolescents se retrouvaient du coup sous la possibilité d'être aidés, entre guillemets aidés, par des traitements hormonaux, voire chirurgicaux, n'était pas sans poser d'énormes questions, puisqu'enfin, qu'est-ce qui permet de s'adresser comme ça et d'intervenir sur un enfant. Mais le livre avec Melmont est plutôt lié à l'articulation, justement, qui, moi, me préoccupe beaucoup, de la société et de la construction psychique dans laquelle, du coup, le social a une incidence assez déterminante. Voilà.
Et Lacan disait déjà que l'inconscient est le social, il est politique. Hein. Donc, il y a quelque chose de là qui, effectivement, réjaillit après aussi dans nos cabinets, je veux dire. Tout, tout à fait. Je crois que il y a aujourd'hui à la fois un discours ambiant qui vient donner des nouveautés, lancer de nouvelles possibilités, et à cette idée générale, on pourrait en quelque sorte, qui est d'ailleurs très bien reprise dans ce tout petit ouvrage avec Melman, d'une sorte de liberté à laquelle nous avons désormais accès, puisque nous en arriverions grâce au développement et de la science, mais aussi et surtout de la technique et du numérique, de tout ce que ça permet, à obtenir tout ce que nous voulons. Et à même, aller même jusqu'à penser que l'enfant n'a plus un trajet à faire pour trouver son individualité, mais qu'il puisse, c'est un terme qui m'avait beaucoup choqué, s'autodéterminer. Que donc, l'enfant serait capable de savoir ce qui serait bien pour lui et sans du tout avoir à le distinguer encore de ce que nous savons être évident. En tout cas, des âges très précoces, hein, c'est ça que vous dites. Hein. Voilà, c'est ça qui est la question, c'est cette précocité-là qui apparaît comme, oui. Et qui vient court-circuiter la problématique qui existe en toute logique entre un enfant qui est construit dans le discours de ses parents et le trajet qu'il doit faire pour arriver à se séparer, s'individuer et trouver sa propre voie. Mais il y est d'abord construit dans l'autre. Nous avons tous d'abord été construits dans les premiers autres que nous avons rencontrés et qui nous ont entourés. Et aujourd'hui, à coup, il y aurait une capacité comme ça d'autodétermination de l'enfant. Alors, on voit bien que c'est porté en principe par la psychanalyse. Lorsque Dolto disait l'enfant est une personne, c'est pertinent. Avant, l'enfant n'était que quelqu'un dont on attendait qu'il devienne adulte. Aujourd'hui, on lui a reconnu ce statut de personne, mais il y a un peu plus qui est fait lorsqu'on veut que cet enfant, d'emblée, soit capable de se déterminer, comme s'il était un adulte, d'emblée, construit. Ça, c'est tout à fait incompatible avec ce que nous voyons dans la clinique et la théorie ou les conceptions que nous en avons. Oui, c'est temps nécessaire. Je veux dire, en temps, je veux dire, de construction, quoi. Je veux dire qu'il y a, voilà. Il ne faut ni court-circuiter, ni figer dans un enfant demande ça à tel moment, tout le monde sait très bien qu'il peut changer d'avis le lendemain, que c'est des choses qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il fasse un travail qui n'est pas simple d'ailleurs pour lui, mais d'autant moins que le monde autour de lui a l'air de lui donner d'emblée crédit à la moindre parole qu'il dit. Là, ça devient vraiment du coup un court-circuitage du travail de l'enfant. Bon, en tout cas, vous n'esquivez pas, vous et Melman, Charles Melman, je veux dire les questions brûlantes de notre actualité. Donc, on aura l'occasion, voilà, de discuter, de débattre, je veux dire, sur ça, je veux dire, c'est dimanche, le 23 janvier. Hein? De voir à quelle question est-ce que ça nous confronte, évidemment. Oui. Et est-ce que vous pouvez préciser la date de la sortie du livre, si on veut se procurer avant les séminaires? Il sortira, vient-on de me dire là à l'instant, le jeudi 20 janvier. D'accord, donc on aura 3 jours pour les lire. Alors, c'est un livre qui se lit très facilement, hein? Donc voilà, donc je pense qu'on aura le temps. Voilà. Bon, merci Jean-Pierre. Et puis, bon, mais on vous attend nombreux, je veux dire, lors de ces séminaires à l'association. Au dimanche, je crois. Voilà. Merci. Au revoir.